Au fil de l'histoire de l'humanité, ils sont descendus des cieux, apportant des connaissances et une technologie qui dépassent les humains. Du moins, c'est ce qu'on dit. Leurs vaisseaux auraient été filmés à maintes reprises, même si les résultats ne sont pas toujours convaincants. Mais aujourd'hui, ces fourbes d'extraterrestres capturent des terriens pour leur infliger de véritables tortures. C'est en tout cas ce que racontent des milliers d'Américains qui prétendent avoir été enlevés dans des soucoupes volantes. Ils sont affreux. C'est une véritable intrusion. Ces gens subissent des prélèvements de sperme et d'ovules. Et on leur implante des fœtus qu'on leur retire ensuite. Des extraterrestres débarquent-ils vraiment sur Terre pour s'immiscer dans nos affaires? Ou pire encore, créer des êtres hybrides? Découvrez les preuves les plus frappantes du passage d'OVNI, commentées par ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. À vous de vous faire votre opinion, tandis que science et surnaturel s'affrontent dans des cieux décidément bien encombrés. Ships of an alien source are approaching from the sky. Radio contact has been attempted but cannot be established. Instructions are to prepare for an attack by an unknown enemy. Notre relation attraction-répulsion avec les objets volants non identifiés et leurs pilotes extraterrestres dure depuis maintenant plus de 50 ans. Mais certains pensent que ces êtres existent depuis bien plus longtemps que nous et nous ont parfois même donné un petit coup de pouce pour nous guider dans la bonne direction. Sinon, comment expliquer par exemple la construction de la grande pyramide de Gizeh ? Ou les immenses géoglyphes de Nazca au Pérou, repérables uniquement depuis le ciel. Et pourquoi des Européens de l'âge du fer auraient-ils dessiné un humanoïde dans une combinaison spatiale? Ces créatures ont découvert un moyen de venir sur Terre. Elles sont sûrement plus intelligentes que nous. Oui, il est possible que des extraterrestres soient venus sur Terre pour aider les Égyptiens à construire les pyramides, mais il n'en existe aucune preuve. L'hypothèse selon laquelle l'homme n'était pas assez intelligent pour les construire lui-même est franchement insultante. Les spécialistes des ovnis, qui se qualifient d'ufologues, classent nos rencontres avec les petits hommes verts en 4 catégories. Dans les rencontres du premier type, les ovnis sont visibles de près, mais ne laissent aucune trace physique de leur passage. Une aventure étonnante dans le ciel du Mexique en plein jour entre dans cette catégorie. Début d'après-midi, le 5 mars 2004. Un avion militaire de surveillance mexicain, menant une mission de routine de recherche de trafiquants de drogue, enregistre une série de plusieurs objets non identifiés. Jusqu'à 11 objets sont signalés en même temps. Sur le système d'imagerie infrarouge de l'appareil, les ovnis se présentent sous la forme de points très lumineux. Mais aucun détail et aucune structure ne sont visibles. Les hommes scrutent le ciel pour tenter de discerner ce qui semble voler à leur côté. En vain. Ils ne captent que la signature infrarouge de quelque chose de très chaud. Les aiguilleurs du ciel, eux, ne repèrent rien d'inhabituel sur leurs écrans radars. Lorsque l'avion se pose, l'équipage, les contrôleurs aériens et les militaires n'ont apparemment aucune idée de ce qui s'est passé. Nous reviendrons sur cette rencontre du premier type un peu plus tard. Mais voyons d'abord les autres types de rencontres. Celle du deuxième type regroupe les observations d'ovnis accompagnées de traces physiques de leur passage. Beaucoup de gens affirment que les célèbres crop circles ou cercles de culture tombent dans cette catégorie. Certains observent des boules de lumière mystérieuses au-dessus de champs de blé, pour découvrir ensuite des plantes écrasées qui forment des motifs spectaculaires. Récemment, au Mexique, d'étranges formes circulaires dans l'herbe ont été associées à des observations d'ovnis. Viennent ensuite les célèbres rencontres du troisième type, caractérisées par un contact avec les extraterrestres, généralement par le biais de la télépathie. Enfin, en haut de
de l'échelle se trouvent les gens ayant fait l'expérience d'une rencontre du 4e type, les enlèvements par des extraterrestres. When I regained consciousness, I was on a table. Dès le départ, Hollywood a adoré l'idée de ces méchants aux grands yeux venus de l'espace pour nous faire du mal. Mais pour ceux qui pensent avoir été enlevés, ce souvenir est absolument terrifiant. Ils sont affreux et repoussants. Parfois, j'aimerais pouvoir me dire que c'est un rêve, que ça n'a pas lieu, mais c'est pourtant le cas. J'ai été enlevée plusieurs fois enfant. Ça a commencé très tôt au berceau et ça durera jusqu'à la fin. C'est comme ça. Une fois que vous faites partie de leur programme, vous y êtes à vie. Pam est une des patientes de David Jacobs. Ce maître de conférences en histoire à Temple University fait partie de ceux qui croient dur comme fer à ces enlèvements. Depuis plus de 30 ans, il travaille avec des soi-disant abductés et grâce à l'hypnose, leur permet de retrouver des souvenirs refoulés de ces expériences. C'est une thématique un peu limite. En tant qu'universitaire, choisir un tel sujet d'étude n'est pas vraiment une bonne option de carrière, dirons-nous. Mais on n'a que rarement l'occasion au cours de sa vie de participer à la compréhension d'un phénomène d'une importance potentiellement phénoménale. David Jacobs pense qu'au moins 5 millions d'Américains ont été enlevés par des extraterrestres. Il a entendu des centaines de récits de rapt qui présentent des similitudes frappantes. Je dors, j'ai la sensation que la chambre est très calme. Il y a parfois une certaine tension. Je ne sais pas comment décrire ça, mais il y a quelque chose de différent dans la chambre. Puis ce son commence à retentir dans mes oreilles. Comme ça, sans arrêt. Puis je vois une lumière et des silhouettes. Les sujets rapportent également être incapables de bouger, comme s'ils étaient paralysés. Quelqu'un ou quelque chose s'approche et les fait entrer en lévitation, avant bien souvent de leur faire traverser une fenêtre fermée. Ils arrivent ensuite dans un vaisseau spatial où ils rejoignent d'autres individus qui ont été enlevés et attendent. Ce qui se déroule alors est, selon tous les témoignages, particulièrement horrible. Quand cette obsession des ovnis a-t-elle commencé ? L'époque moderne de l'observation d'ovnis a pris son essor durant les premières années de la guerre froide. Pas étonnant puisque les gens avaient constamment le nez en l'air par peur des avions espions et des missiles ennemis. Mais l'événement qui mit le feu aux poudres eut lieu en juin 1947. Kenneth Arnold volait à bord de son avion privé au-dessus de la chaîne des Cascades dans l'État de Washington lorsqu'il repéra un éclair bleuté et brillant dans le lointain. Puis il remarqua des objets inconnus, allant et venant entre les pics montagneux à grande vitesse et avec une facilité déconcertante. Kenneth Arnold raconta son histoire à un journal local. La folie des soucoupes volantes venait de commencer. Cette même année eut lieu un incident clé dont on parle toujours. Son nom est proféré avec vénération par les partisans des ovnis et avec irritation par les sceptiques. Roswell. Des débris étranges ont été découverts dans un ranch des environs de cette bourgade du Nouveau-Mexique, non loin d'un aérodrome militaire. Le lendemain, un journal révélait le scoop. L'armée américaine avait capturé un vaisseau extraterrestre. Les militaires s'empressèrent de démentir, expliquant que ces débris n'étaient que ceux d'un ballon météo. Mais le mal était fait. D'autant que l'armée essayait bien de dissimuler quelque chose. Le soi-disant ballon météo était en fait un ballon espion qui avait été testé dans le plus grand secret. Une nouvelle ère venait de s'ouvrir. Depuis Roswell, des milliers d'ovnis ont été signalés et les théories d'un complot n'ont cessé d'abonder. Sans parler des photos et des vidéos, il y en a à l'appel. Certaines moins convaincantes que d'autres. Cependant, dans les annales des observations d'ovnis, rares sont les événements pouvant rivaliser avec le jour où l'obscurité est tombée sur la ville de Mexico à l'heure de midi. Car ce n'est alors pas une, mais des dizaines de personnes qui ont filmé quelque chose d'extraterrestre. 11 juillet 1991.
Une éclipse totale du soleil obscurcit le ciel au-dessus de Mexico. Des centaines de gens braquent leurs caméras vers l'astre pour filmer l'événement. Pour l'ufologue Guillermo Arreguín, le spectacle a vraiment été extraordinaire. Je suis monté sur le toit de chez moi pour filmer l'éclipse. Lorsque j'ai vu une lumière brillante dans le ciel, j'ai fait la mise au point dessus. Je crois que ce que j'ai filmé était un ovni stationnaire, pas une planète ou une étoile. Et Guillermo Arreguín n'est pas le seul à filmer l'OVNI. Sergio Fuentes observait l'éclipse avec sa famille lorsqu'il a lui aussi remarqué quelque chose. Ma femme et mes enfants insistaient pour que je ne regarde pas le soleil directement sans porter de lunettes de protection. Je les ai écoutés et j'ai essayé de continuer à filmer tout ce qui se passait. Je tenais ma caméra en m'assurant qu'elle était bien braquée vers le soleil. Plus tard, en visionnant sa cassette, Sergio Fuentes est sidéré de constater qu'il a filmé un OVNI. Dans les jours qui suivent, les comptes rendus d'observation d'OVNI affluent, provoquant un véritable emballement médiatique. Un journaliste d'investigation célèbre dans tout le pays, Jaime Maussan, organise une émission marathon de 10 heures avec entre autres un débat à propos des observations. Il demande aux téléspectateurs de revérifier les images qu'ils ont pu filmer. Lorsque j'ai diffusé ces images, beaucoup de gens ont appelé pour dire « je l'ai vu ». Vous voyez clairement un objet brillant, d'apparence métallique. Il a le ventre noir et la forme d'un disque argenté. Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une étoile, ni d'un problème quelconque du caméscope, comme une distorsion. La vidéo est la preuve que c'est vrai. Ce jour-là, ma vie a changé complètement, car à partir de ce moment-là, les gens ont voulu que je parle davantage d'OVNI que de tout autre sujet. Consternant ou non, Jaime Maussan présente toujours aujourd'hui une émission hebdomadaire sur le sujet. Et les téléspectateurs continuent de lui envoyer des images d'OVNI. Les Mexicains acceptent ces phénomènes. Et ils ont pu apporter plus de preuves qu'aucun autre pays au monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Mexique est aujourd'hui un des plus grands centres de recherche sur les ovnis et un endroit de prédilection pour observer des phénomènes célestes étranges. Des groupes d'ufologues amateurs renoncent régulièrement à une bonne nuit de sommeil pour tenter d'entrer en contact avec ces lumières. Pas si vite, les corps célestes de tous les jours ne peuvent pas être responsables de toutes les manifestations d'ovnis au Mexique. Prenez par exemple celui-ci, observé à proximité d'un volcan en activité, le Popocatépetl. Il ne s'agit à l'évidence ni d'une planète, ni d'une étoile, ni d'un avion. Cet ovni a été filmé par l'architecte Mario Ramirez, qui vit au pied du volcan. Comme beaucoup de gens du coin, il est convaincu que l'activité volcanique attire les ovnis au Mexique. Il prétend avoir vu une flotte entière de vaisseaux atterrir dans le cratère en 1988. J'ai vu un très gros vaisseau d'environ 300 mètres de diamètre. Il était énorme et avait une forme circulaire. Il tournait autour de son axe et il s'est approché du volcan. On était 7 à avoir vu des vaisseaux et c'était en septembre 88. En l'an 2000, non loin du volcan, Mario Ramirez étudie une formation rocheuse qui pourrait être, selon lui, une sorte de repère astronomique très ancien, lorsque quelque chose a attiré son attention. J'étais en train d'étudier ces rochers non loin du Popocatépetl. J'avais installé ma caméra et j'ai vu un flash. Je me suis demandé pourquoi je voyais une chose pareille sortir de la montagne. Mario Ramirez filme un objet apparemment stationnaire à l'aplomb de la montagne. J'ai levé le nez et j'ai vu un ovni dans les nuages. J'ai cru qu'il essayait de communiquer avec moi. La chose reste en l'air pendant près de 2 minutes,
avant de disparaître derrière le volcan. Passons maintenant aux rencontres du deuxième type, les cas où les ovnis laissent des traces de leur passage. Chose curieuse, presque personne au Mexique ne dit avoir été enlevé par des êtres d'une autre planète. On ne peut pas en dire autant de leurs voisins nord-américains. D'après plusieurs sondages, des millions d'Américains auraient été enlevés à bord d'ovnis pour être analysés, sondés et même fécondés. Pourquoi une telle différence entre le nord et le sud du Rio Grande? Je serais la plus heureuse du monde si on me disait que ça n'arrivait pas. Qu'il s'agit de... je ne sais trop quoi. J'en serais très heureuse. Malheureusement, ça m'arrive depuis si longtemps. Depuis plus de 50 ans, des gens prétendent avoir été kidnappés par des extraterrestres. Et pour David Jacobs, qui croit en cette hypothèse, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il se fonde sur une étude de 1992 à laquelle il a collaboré. Si vous demandez « Avez-vous été enlevé par des extraterrestres ?», environ 1 million d'individus répondent oui. Sauf que la plupart des gens n'ont en fait pas conscience qu'ils ont été kidnappés, car cet événement est oublié presque dès leur retour. Apparemment, les extraterrestres bloquent les souvenirs liés aux enlèvements, mais leur technique est imparfaite. Et d'après le docteur Jacobs, l'hypnose permet de les débloquer. Certains se souviennent d'une partie de l'enlèvement, de certaines séquences ou de la totalité. Pour des raisons que nous ne comprenons pas, l'hypnose ouvre une porte qui permet aux gens bizarrement de se rappeler des choses anciennes pour la première fois. La seule façon dont ils ont pu s'en souvenir, c'est en se plongeant dans un état psychique très détendu et très concentré. Et leurs souvenirs laissent apparaître d'étranges similitudes. L'expérience de Pam est un exemple type. Elle est réveillée, mais immobilisée dans son lit. De petits êtres gris la conduisent dans un vaisseau spatial. Là, elle rejoint d'autres terriens dans une salle d'attente. Souvent, je regarde autour de moi et je me dis que les gens qui attendent ont l'air complètement déboussolés. Le docteur Jacobs m'a expliqué qu'ils devaient me voir eux aussi et se dire la même chose. Parfois, il y a des leçons, parfois des examens physiques, parfois pire. Les petits êtres gris sont des gardes. Ils sont de petite taille, avec de très grands yeux et très maigres. Les plus grands leur ressemblent, mais ils sont plus intelligents. Généralement, ça commence par une procédure de fixation. Ils vous fixent pendant longtemps, et la seule chose que vous voyez, ce sont leurs yeux immenses dans lesquels vous vous perdez. Des fois, il y a un transfert d'informations. Parfois, ils vous font des choses. Il arrive qu'ils vous enfoncent un instrument dans le nez ou dans l'oreille. Parfois, c'est très douloureux, car ils bâclent le travail. Et il arrive que ces événements virent vraiment au cauchemar. Ces gens subissent des prélèvements de sperme et d'ovules. On leur implante des fœtus qu'on leur retire ensuite. Je crois que ce qu'ils font, même à moi malgré mon âge, c'est qu'ils prélèvent un embryon, qui est la combinaison d'eux et de nous. Ils nous l'implantent et on le porte pendant une dizaine de semaines. Ensuite, ils le retirent et ils les mettent dans des grands bocaux. On voit ces petits êtres qui flottent dedans. Pam n'est pas la seule à témoigner ainsi. Des milliers de gens font état de souvenirs quasiment identiques. Ils se réveillent pour découvrir une lumière dans leur chambre. Ils se sentent paralysés et terrorisés. Ils sont ensuite mis en lévitation et transportés par de petits humanoïdes gris jusque dans la salle d'analyse du vaisseau spatial, où les examens sont pratiqués par un extraterrestre nettement plus grand. Comment se fait-il que tant de gens qui ne se connaissent pas racontent des histoires aussi semblables jusque dans leurs moindres détails ?